provenance de l'analyse, nous allons admettre, même si cela devrait se révéler faux, qu'il existe quelque chose comme un sens esthétique, un sens de la beauté ou une faculté du goût, ainsi que l'ont cru de nombreux philosophes éminents, et qu'il est ou qu'ils sont aussi largement répandus parmi les hommes que les sens dits externes, tels la vue ou l'ouïe. Ils sont sans doute plus répandus encore, car on peut penser que les animaux sont eux aussi motivés par des préférences esthétiques, et que s'il en est ainsi, cela montre qu'il s'agit d'un phénomène inné. En revanche, il m'étonnerait beaucoup que quelqu'un soutienne qu'il existe un sens inné de l'art, cela reviendrait à supposer qu'il existe un sens particulier, une sorte de circuit neurologique qui nous permettrait par exemple de reconnaître les églises baroques. Mais ce n'est pas tout. Quelle que soit la valeur élogieuse que le concept d'œuvre d'art puisse avoir à l'occasion, on peut supposer que la question de savoir si un objet est ou non une œuvre d'art est en fin de compte d'ordre factuel. En revanche, si l'on soutenait que le problème de la valeur ou du mérite esthétique est lui aussi d'ordre factuel, ou si l'on considérait que les discussions sur les mérites esthétiques d'un objet peuvent faire appel au même genre de preuves que celles qui permettent de savoir s'il est une œuvre d'art, on se rendrait coupable d'une véritable pétition de principes philosophiques. Prenons par exemple l'expression « est beau », qui est le paradigme des prédicats esthétiques. Il n'est pas sûr que X est beau ait une signification descriptive au sens où la phrase pourrait être vraie ou fausse. Les propositions dans lesquelles ce prédicat intervient sont peut-être non cognitives et servent simplement à exprimer des sentiments à l'égard des objets désignés. Peut-être qu'en utilisant ce langage, nous ne caractérisons pas les objets et ne faisons qu'émettre une sorte de gazouillis. De fait, la question du statut du langage esthétique a donné lieu à un débat philosophique qui correspond exactement à celui qui existe en éthique au sujet du statut du langage moral. Il est évident que toutes les positions ne sont pas compatibles avec l'idée qu'il existe un sens esthétique, de même que toutes les approches métalinguistiques des mœurs ne sont pas compatibles avec la thèse qu'il existe un sens moral. Nous ferions donc bien d'examiner soigneusement la nature du sens de la beauté, si un tel sens existe. Nous finirons certainement par découvrir qu'avoir le sens de la beauté n'est pas la même chose qu'avoir du flair pour l'art. Au préalable, il faut se demander si le sens de la beauté doit être compris selon le modèle du sens de la vue, ou s'il se rapproche davantage du sens de l'humour, qui est lui aussi assez largement répandu parmi les hommes, pour qu'on soit fondé à déplorer son absence chez tel ou tel individu. On pourrait bien entendu soutenir qu'il n'y ait qu'un seul modèle, et que le sens de l'humour n'est pas différent de celui de la vue, ou qu'il en diffère de la même manière que le sens de l'ouïe. Ainsi, il s'agirait de simples ajouts au répertoire classique des 5 sens. Il y aurait pour ainsi dire un 6e et un 7e sens. Il est vrai que le goût et le sens de l'humour peuvent être éduqués et affinés, mais on peut objecter que le sens de la vue peut lui aussi être éduqué et devenir capable de faire des discriminations de plus en plus fines, exactement comme cela se passe pour le goût, qui trouve une métaphore naturelle dans le goût esthétique. Dans aucun de ces cas, l'éducation ne peut pallier un déficit initial. On ne peut pas enseigner la vue à des aveugles, on ne peut que leur fournir des moyens de substitution. On pourrait encore avancer l'argument que le sens du goût et le sens de l'humour sont culturellement conditionnés, puisque les membres de telle ou telle tribu peuvent trouver désopilantes des choses qui nous épouvantent, telle l'agonie d'une antilope blessée. Il est vrai aussi qu'il existe des gens qui accordent une valeur esthétique à des choses qui nous rebutent, des lobes d'oreilles d'une taille exagérée, des pieds minuscules, des lèvres immenses, des cicatrices énormes, des ventres protubérants, mais on peut objecter à cela que les prédicats de couleurs différents, eux aussi, d'une tribu et d'une culture à l'autre, de sorte que vouloir fonder les différences entre les deux modèles sur le genre d'argument ne mène pas loin. Cependant, je pense que malgré ces ressemblances superficielles, les deux modèles sont suffisamment différents l'un de l'autre pour mettre en lumière la spécificité du sens esthétique qui a donné lieu à tant de controverses. Sans être centrale à notre débat, l'analyse de ce qui les distingue ne sera pas une digression vaine. La différence réside dans le fait
que le sens de l'humour, par exemple, est constitué du moins en partie par une réaction spécifique à certaines choses, parce qu'elles sont drôles. Le rire, lorsqu'il est suscité par une chose ou un acte drôle, est un assez bon exemple de ce que j'entends par le terme, bien qu'il existe évidemment encore d'autres modes de réaction. Mais ce n'est pas tout. Si une personne a de l'humour, cela affecte sa vie de manière globale. On ne prend pas tout au tragique ou au sérieux, on prend les choses du bon côté, on fait taire ses propres malheurs par des blagues. En somme, avoir le sens de l'humour, c'est presque comme avoir une philosophie. Il en va un peu de même pour le sens esthétique et également pour le sens moral, dont l'existence n'est après tout pas moins plausible que celle des deux autres. Santayana pensait que des esprits qui reflèteraient les transformations de la nature sans aucune émotion seraient dépourvus de sens moral, car pour que le bien soit quelque forme que ce soit existe, sous quelque forme que ce soit existe, la simple conscience ne suffit pas. Il faut une conscience émotionnelle. L'observation ne suffit pas. Il faut un acte d'appréciation. Mais la faculté de réagir est une partie intégrante du concept d'émotion, et il est difficile de savoir ce que serait la vie morale, ou même s'il pourrait encore y en avoir une, si des réactions comme l'indignation, l'inquiétude, la honte ou la sympathie n'existaient pas. Cette différence entre observation et appréciation fait certainement partie de ce que Wittgenstein en a vu lorsqu'il soutient que les valeurs ne sont pas dans le monde. Si elles y étaient, dit-il, elles n'auraient pas de valeur, ce qui signifie qu'on ne se borne pas à noter que quelque chose a de la valeur. L'observation ne suffit pas. Les valeurs impliquent l'existence d'une relation entre nous et le monde, bien que nous ayons tendance à projeter nos réactions sur le monde et à les considérer comme en faisant partie. Ainsi, Santayana disait que la beauté est l'objectivation du plaisir que les choses nous procurent, lorsque nous réagissons à elles comme étant belles. Il me semble que cette faculté de réaction ne peut pas être associée à ce que l'on appelle les cinq sens. Il est vrai qu'un homme peut réagir de la même manière qu'un taureau à certaines choses qu'il perçoit comme rouges, mais il est probable que sa réaction est motivée moins par la perception du fait que l'objet est rouge que par la colère que cette couleur provoque. Or, la colère est un de ces états dont l'essence comporte des réactions, comme donner un coup violent ou exprimer son irritation. La thèse d'après laquelle la colère n'est qu'un ensemble de réactions et non pas un état intérieur séparé d'elle est une position philosophique défendable, mais seul un vérificationniste à tout craint affirmerait qu'il en est de même de la sensation du rouge. Lorsque je dis par exemple qu'avoir le sens de l'humour implique qu'on réagisse aux choses parce qu'elles sont amusantes, je ne tente pas d'imposer un critère épistémologique ni de répondre à la question « Comment savons-nous que quelqu'un est égayé ?» Quelles que soient les raisons pour lesquelles on soutient que le sens de l'humour consiste en un ensemble de réactions, cette position est beaucoup moins radicale que celle qui définirait le concept de rouge en disant qu'il se réduit au fait de dire rouge lorsque l'épistémologue nous présente une tache rouge. Refléter les transformations de la nature est une métaphore naturelle qui convient parfaitement à des esprits dotés seulement des cinq sens physiologiques. Il existe des réactions animales qui sont comparables au sens esthétique ou au sens de l'humour. Ce sont les réactions sexuelles. L'érotique est le chef-d'œuvre qu'Aristote n'a jamais écrit, bien que la poétique le réclame comme complément. Si on trouve sexuellement stimulant quelque chose, on ne se borne pas à enregistrer passivement le fait qu'il en est ainsi, mais on est excité, et il est difficile d'imaginer que quelqu'un soit excité sans avoir les réactions physiques correspondantes. Être excité, c'est précisément réagir de cette manière spécifique. On pourrait penser qu'il existe une différence avec les réactions esthétiques, puisque la réaction sexuelle n'est pas désintéressée. Réagir sexuellement, c'est désirer posséder sexuellement. En revanche, une opinion largement répandue soutient que le sens esthétique est désintéressé et se contente de contempler l'objet. Mais cette idée est peut-être simplement due au fait qu'on se réfère à des exemples pour lesquels il n'existe pas d'alternative sérieuse à la contemplation. Coucher de soleil, par exemple. Encore que désirer peindre ou photographier de telle sorte, de même que désirer en garder le souvenir, sont des actes qu'on peut considérer comme autant de manières de les posséder. Et bien qu'on ne puisse pas posséder un coucher de soleil,
L'histoire du goût artistique et celle de l'appropriation vont souvent de pair. Les hommes se vantent volontiers d'être les propriétaires des beautés du monde. Ainsi, vouloir posséder un objet peut effectivement être une forme de réaction esthétique, comme le rire est une réaction liée au sens de l'humour. Concernant chacun de ces exemples, il existe des perversions, ce qui n'est pas le cas pour les sens ordinaires, manifestes surtout dans le domaine sexuel. On les retrouve aussi dans le domaine du goût, de l'humour et de la conduite morale. Il faut distinguer entre préférences perverses et honteuses. La sexualité perverse n'est pas une sexualité lamentable. Elle peut au contraire être merveilleuse et contrairement au mauvais goût, le goût pervers peut être la marque d'un grand raffinement, même s'il est mal placé. Mais je n'ai pas la moindre idée de ce que pourrait être un sens de l'ouïe perverti. De même, lorsque quelqu'un voit du vert, là où nous voyons du rouge, il s'agit d'un cas de daltonisme et non d'une perversion chromatique. Bien entendu, le concept de perversion renvoie assez du normatif pour qu'il soit possible d'invoquer ici des impératifs. Il existe des choses auxquelles nous réagissons, tout en ayant le sentiment qu'il ne faudrait pas le faire. Et il y en a d'autres auxquelles nous sommes incapables de réagir, alors que nous devrions le faire. Il existe une sorte de faiblesse esthétique, comme il existe une faiblesse morale, de même qu'il existe une sorte d'akrasia, des règlements en grec, émotionnel. Là encore, on ne saurait dire la même chose des sens ordinaires, qui traditionnellement du moins ne sont pas considérés comme soumis à l'intervention de la volonté. Tout ce que je viens de dire est compatible avec l'idée selon laquelle le sens esthétique est inné, mais en établissant ces distinctions, ce n'est pas ce problème qui m'intéresse en premier lieu. Le fait qui m'importe est qu'aucun savoir concernant un objet ne saurait modifier son aspect, donc que ses qualités sensorielles restent identiques, quelle que soit la manière dont on le classe et quel que soit le nom qu'on lui donne. Pour employer un langage plus contemporain, nos expériences sensorielles ne subissent pas d'altération lorsque nos descriptions d'objets changent. Elles sont insensibles au changement de description, comme le suggère l'image pratique, quoique philosophiquement tendancieuse, de Santanayana, qui représente l'intelligence comme un miroir. Si le sens esthétique était pareil aux autres sens, on pourrait affirmer la même chose à son sujet. Mais en fait, nos réactions esthétiques sont souvent fonction de nos croyances concernant l'objet. Il est vrai qu'il peut également exister des cas où notre expérience sensorielle d'un objet est différente lorsqu'il est décrit d'une certaine manière. Ainsi, le fait de savoir qu'il est comme ceci ou comme cela, ou de savoir qu'il est décrit de cette manière-là, me permet de concentrer mon attention et de relever certaines qualités qui m'avaient échappé auparavant. Dès lors que je suis informé du goût de framboise d'un vin, je veux apprendre à reconnaître cet arôme, alors que je ne l'avais pas identifié lors d'une dégustation antérieure. N'empêche que ce goût était déjà présent avant d'être décrit, comme il est après sa description. L'objet n'a pas acquis ses qualités grâce à la description, et il n'a pas changé de statut. En revanche, les qualités que possède un objet lorsqu'il est une œuvre d'art sont si différentes de celles d'une réplique indiscernable qu'il n'est qu'un simple objet réel, qu'il serait absurde de penser que j'ai pu passer à côté des qualités artistiques appartenant à ce dernier. Elle n'y était pas, et je n'ai donc pas pu passer à côté d'elle. Aucun examen sensoriel ne m'indiquera qu'un objet donné est une œuvre d'art, puisque chacune de ces qualités peut avoir un équivalent dans un objet qui n'est pas une œuvre d'art, du moins en ce qui concerne les qualités intéressant les sens ordinaires. J'espère que ma discussion aura au moins permis d'établir ce fait. Si la réaction esthétique était constante par rapport à la distinction entre l'art et le non-art, on pourrait en dire autant des qualités pertinentes. Mais il n'en est rien. Nos réactions esthétiques diffèrent parce que les qualités auxquelles nous réagissons ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Je ne veux pas dire par là, même si incidemment cela peut être le cas, que notre attitude envers un objet ne change pas lorsque nous apprenons qu'il s'agit d'une œuvre d'art. Il se peut qu'alors nous adoptions une attitude de respect et de déférence. Nous traiterons l'objet différemment, comme nous traiterions différemment quelqu'un que nous avions pris pour un clochard et qui se révèle être le prétendant au trône. Il en sera de même si on nous disait que le morceau de bois que nous apprêtons à utiliser pour allumer un feu provient de la vraie croix. Ces changements d'attitude ont un caractère institutionnel et social. En apprenant que quelque chose est une œuvre d'art,
il se peut que, comme le dit Tiki, nous concentrions notre attention sur sa surface brillante. Mais si nous fixions notre attention sur les mêmes qualités avant et après la transfiguration de l'objet, le changement consisterait uniquement dans l'adoption d'une attitude esthétique, attitude qu'en principe nous aurions déjà pu adopter avant la transfiguration. Il s'agirait simplement d'être attentif à ce qui pouvait toujours être perçu, comme le goût de framboise de mon gigondas. Mais il n'en est rien. Apprendre qu'un objet est une œuvre d'art, c'est savoir qu'il faut être attentif à des qualités qui font défaut à sa réplique non transfigurée et que donc il provoquera des réactions esthétiques différentes. Et ceci n'est pas une question institutionnelle, mais ontologique. Il s'agit en fait de deux types d'entités totalement différentes. On peut facilement trouver des exemples pour illustrer cette différence. Il suffit d'imaginer deux objets sensoriellement indiscernables, mais qui possèdent des qualités et des structures profondément dissemblables, du fait que l'un est une œuvre d'art et l'autre non, ou ce qui est moins intéressant du fait qu'il s'agit d'œuvres d'art ayant des identités artistiques différentes, comme c'était le cas pour certains de nos carrés rouges. Même s'il existe un sens esthétique inné, les réactions esthétiques seront différentes chez le même individu, et ce selon la manière dont les objets indiscernables sont classés. Les différences sont aussi importantes que celles qui existent entre les simples mouvements corporels et les actions, ou entre une personne humaine et un zombie, une divinité et une idole.